Bonsoir à toutes et à tous, et merci de votre fidélité à Inside News RDC. En cette fin d'année, chaque Congolais navigue entre l'espoir d'une paix durable et la dure réalité d'un pays sous tension. C'est ce paradoxe qui habite nos familles, nos conversations et qui façonne l'actualité que nous allons décrypter ensemble ce soir. Au cœur de nos préoccupations, la situation explosive à Uvira, qui redessine les alliances et met la diplomatie internationale sous une pression maximale. Une pression qui se ressent jusqu'au sein même de notre armée, où s'est ouvert un procès pour haute trahison qui secoue la hiérarchie militaire et interroge la loyauté de certains de ses plus hauts gradés. Pendant que le front sécuritaire retient son souffle, le front économique, lui, reçoit un soutien financier majeur du Fonds monétaire international. Est-ce un véritable bol d'air pour notre économie asphyxiée par l'effort de guerre ou un sursis conditionné à des réformes encore difficiles à mettre en œuvre? De l'épicentre de la crise à l'Est jusqu'au couloir du pouvoir à Kinshasa, nous vous proposons une analyse complète des faits qui définissent notre présent et engagent notre avenir. Bienvenue dans Inside News RDC. Commençons par le cœur de l'actualité. Les dossiers que nous allons maintenant aborder touchent aux crises sécuritaires, diplomatiques et judiciaires qui définissent l'avenir immédiat de la nation. Ils exigent, plus que jamais, une analyse approfondie pour en saisir tous les enjeux. La ville d'Uvira, au sud Kivu, est devenue en quelques jours le symbole de la fragilité de la situation dans l'Est. La chute de cette ville stratégique le 10 décembre dernier aux mains de la rébellion de l'AFC M23 a déclenché un véritable balai diplomatique. Washington a haussé le ton, exigeant un retrait rebelle à au moins 75 km, une pression qui a contraint le M23 à annoncer hier, 19 décembre, son départ. Un départ que Kinshasa qualifie de simple diversion visant à calmer le jeu avant la tenue, ce dimanche à Kampala, d'un sommet crucial des chefs d'État pour éviter une escalade régionale. Pendant que les diplomates s'activent, la réalité sur le terrain est un cauchemar humanitaire. L'ONU parle de près de 500 000 personnes déplacées dans le seul Sud Kivu. Le CICR alerte sur la présence de restes explosifs à Luvungi et Sange, un danger mortel pour les civils. La tragédie s'est exportée au Burundi voisin, où des milliers de Congolais vivent dans une précarité absolue. Le maire adjoint d'Uvira rapporte un bilan effroyable. Au moins 40 réfugiés sont morts du choléra et de la malnutrition au camp de Gatumba. Des chiffres qui glacent le sang et des vies brisées derrière chaque statistique. Face à ce drame, le chef des Bavira a lancé un appel à l'aide, tandis qu'à Kinshasa, l'Union sacrée a marché pour exiger l'application de l'accord de Washington. Cette débâcle militaire a des conséquences judiciaires immédiates. À Kalemi, le procès de plus d'une centaine de militaires et policiers pour abandon de poste vient de s'ouvrir, exposant au grand jour les failles de notre appareil sécuritaire. Face à une rébellion qui avance et recule sur ordre de Kigali, les discussions de Doha ont-elles encore un sens? Et si la pression diplomatique obtient un retrait tactique, qui garantira qu'elle empêchera la prochaine offensive? Cette crise de confiance ne touche pas seulement les troupes sur le front. Elle atteint aujourd'hui le plus haut commandement de notre armée, avec un procès qui pourrait redéfinir les rapports de force au sein de l'institution militaire. C'est une affaire d'une gravité exceptionnelle qui se joue devant la justice militaire. Le procès du lieutenant-général Philémon Yave Irung, l'un des officiers les plus puissants du pays, place l'armée face à ses démons. L'audience de ce vendredi 19 décembre devant la Haute Cour militaire a recentré les débats sur un élément central, un message, une phrase qui pèse comme une chape de plomb. Le ministère public accuse le général Yave d'avoir transmis au feu général-major Peter Sirimwami le message suivant. Ce Sirimwami-là retarde sérieusement notre projet. L'accusation va plus loin en attribuant l'origine de ce message à un certain Séraphin Sekoko, présenté comme étant le secrétaire particulier du général rwandais James Kabarebe. Pour l'auditeur général, la qualification juridique est la plus grave qui soit, trahison et atteinte à la sécurité de l'État. Deuxièmement, l'audience de ce vendredi fut essentiellement procédurale. La Cour a identifié le prévenu et a reçu un mémoire de la défense demandant la liberté provisoire. La prochaine audience est fixée au 6 janvier 2026.
L'affaire ne fait que commencer, mais elle expose déjà les soupçons qui minent le haut commandement. Au-delà de la culpabilité d'un homme, que révèle ce procès sur les possibles fractures et les réseaux d'influence au sein de notre appareil sécuritaire? Et comment restaurer la confiance de la troupe et des citoyens envers le haut commandement militaire alors que le pays est en guerre? Pendant que la justice militaire s'attelle à ses dossiers brûlants, l'économie du pays, elle, cherche des garanties pour sa survie. Et une nouvelle, tombée ce soir, pourrait changer la donne. Dans un contexte économique tendu par l'effort de guerre, le Fonds monétaire international vient d'envoyer un signal fort de soutien à la République démocratique du Congo. Le conseil d'administration du FMI a approuvé ce soir un décaissement majeur pour la RDC. Le FMI annonce un total de 442 millions de dollars, un chiffre que le ministère des Finances congolais évalue de son côté à 445 millions. Ces fonds, alloués au titre de la facilité élargie de crédit et de la facilité pour la résilience, sont présentés par le ministère du Budget comme une marque de confiance renouvelée, récompensant les réformes structurelles et la discipline budgétaire. Point. L'analyse du FMI est encourageante mais lucide. L'institution constate que l'économie congolaise a fait preuve de résilience malgré la persistance du conflit armé dans l'Est. Selon le ministère des Finances, cet appui budgétaire devrait permettre une nette accélération de projets d'infrastructures majeurs comme le barrage de Katende et la réhabilitation de la route nationale 7. Le gouvernement s'est engagé à poursuivre la mise en œuvre rigoureuse des réformes. Cette confiance renouvelée des partenaires internationaux est cependant conditionnelle et soumise à une obligation de résultat. Cette aide financière, bien que vitale, peut-elle réellement stimuler une économie durable tant que l'effort de guerre continue d'engloutir une part considérable des finances publiques? Et comment s'assurer que ces fonds et les réformes promises se traduiront par une amélioration tangible du quotidien des Congolais et pas seulement par la stabilisation de cadres macroéconomiques? Ce soutien de partenaires comme le FMI dépend aussi en grande partie de la capacité de la communauté internationale, et notamment de l'ONU, à stabiliser la situation sur le terrain. Une mission dont le mandat vient d'être rediscuté. La mission des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, jouera les prolongations. Le Conseil de sécurité a décidé de maintenir sa présence, mais le débat sur son efficacité reste entier. Ce vendredi 19 décembre, le Conseil a voté à l'unanimité la prolongation du mandat de la mission jusqu'au 20 décembre 2026. Cette décision est paradoxale car elle intervient alors que la MONUSCO avait déjà enclenché un désengagement sur le terrain, notamment au Sud Kivu. La raison de ce revirement est la grave détérioration de la situation sécuritaire provoquée par l'offensive du M23. Le vote a été précédé d'un débat durant lequel plusieurs pays, dont les États-Unis, ont publiquement condamné l'offensive de la rébellion de l'AFC M23 dans l'est du pays avec le soutien du Rwanda. De son côté, le gouvernement congolais attend de ce nouveau mandat qu'il prenne en compte les dimensions régionales pour faire face à la guerre. En clair, le Conseil de sécurité a renouvelé sa confiance dans l'outil sans pour autant oser en changer le mode d'emploi. Après plus de 20 ans de présence, la simple prolongation du mandat de la MONUSCO peut-elle changer la donne sans une redéfinition profonde de ses règles d'engagement face à une agression externe? Et cette unanimité au Conseil de sécurité se traduira-t-elle enfin par des actions contraignantes contre le Rwanda ou restera-t-elle au stade des condamnations de principe? La suite de notre journal se penche maintenant sur d'autres facettes de l'actualité nationale, de la gouvernance économique au projet de développement qui, malgré tout, continue d'avancer. L'actualité, heureusement, ne se résume pas au conflit. Ce soutien du FMI, s'il est un ballon d'oxygène, est aussi une mise sous surveillance. Il est conditionné à des réformes. Et c'est précisément sur la lenteur de ces réformes que le chef de l'État a tapé du poing sur la table hier en Conseil des ministres. Les décisions prises à Kinshasa ainsi que les chantiers lancés en province dessinent également, jour après jour, le Congo de demain. Lors du Conseil des ministres de ce vendredi, le président de la République a exprimé son mécontentement sur 2 dossiers économiques majeurs. Son premier constat est sévère, la lenteur des réformes du climat des affaires.
Félix Tshisekedi a qualifié les résultats de largement en deçà des objectifs fixés et la contre-performance inacceptable. Pour redresser la barre, il a annoncé la tenue d'un grand congrès international sur le climat des affaires, le CICAF, en 2026. Son second point de préoccupation est le secteur bancaire. Constatant que les mesures de recouvrement fiscal risquaient de provoquer la paralysie, voire l'asphyxie des activités des banques, il a instruit le gouvernement de concevoir une fiscalité particulière, adaptée et différenciée pour le secteur. L'objectif est de trouver un équilibre, mobiliser les recettes pour l'État sans compromettre la stabilité de l'économie nationale. Pendant que l'exécutif se penche sur ces défis nationaux, la sécurité reste une préoccupation au-delà de la seule région des Grands Lacs. Dans l'ouest du pays, un autre conflit, plus discret mais tout aussi meurtrier, reste actif. Dans la province du Mai-Ndombe, le conflit Mobondo continue de faire des victimes. Dans la nuit du 18 au 19 décembre, les FARDC ont mené une opération de patrouille au village d'Epumbulu. Selon le porte-parole de l'armée dans la région, le bilan est de 4 miliciens Mobondo neutralisés et un autre capturé. 2 armes à feu ainsi que plusieurs machettes ont également été récupérées. L'armée a réaffirmé son engagement à poursuivre les opérations de ratissage et à assurer la protection de la population en cette période de fin d'année. En dépit de ce contexte sécuritaire tendu, des initiatives de développement voient le jour. Elles contrastent avec les opérations militaires et portent l'espoir d'un avenir meilleur. De Beni à Kinshasa, des projets d'infrastructures structurants sont lancés ou confirmés, témoignant d'une volonté de construire, même au cœur de l'adversité. À Beni, le ministre des Infrastructures, John Banza, a officiellement lancé ce samedi 20 décembre les travaux de modernisation de l'aéroport de Madivi. Ce projet ambitieux prévoit la construction d'une nouvelle piste de 3000 mètres qui remplacera l'ancienne de 1650 mètres, une infrastructure cruciale pour désenclaver la région. À Kinshasa, c'est un projet de santé qui se concrétise. Les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur soutien pour la construction de l'hôpital des anciens combattants. L'ambassadeur émirati a confirmé que le projet se déroulerait en 2 temps, d'abord la réhabilitation de l'existant, puis la construction d'un hôpital moderne pour nos vétérans. Nous concluons cette partie du journal avec l'essentiel de l'actualité en bref. Au Maniema, le vice-gouverneur Corneille Katisamba Makobuli a été déchu de ses fonctions ce samedi par l'Assemblée provinciale. Les députés lui reprochent un manque de considération et des révélations sur un présumé détournement de fonds. Sur 22 votants, 18 se sont prononcés pour sa déchéance. Aux États-Unis, l'ambassadrice de RDC, Yvette Ngandou, a été reçue à la Maison-Blanche par le président Donald Trump. Elle a salué l'engagement américain pour la paix dans l'Est et a insisté sur la nécessité pour le Rwanda de retirer ses troupes du territoire congolais et de respecter l'accord de Washington. Au Tanganyika, une marche pacifique a été organisée ce vendredi à Kalemi pour dénoncer l'agression rwandaise. Le gouverneur de province, Christian Kitungwa, a réaffirmé son soutien au FARDC et a assuré que des mesures sécuritaires sont en place pour empêcher toute infiltration du M23. Au Kasaï oriental, un engouement important rend difficile l'accès à la farine de maïs de Kanyama Kasese à Mbuji-Mayi. Face aux bousculades, le gouverneur Jean-Paul Mbouéboua s'est rendu sur place et a ordonné la vente d'un seul sac de 50 kg par personne pour assurer une distribution équitable. Enfin, l'Union européenne a annoncé le déblocage d'une aide d'urgence supplémentaire de 500 000 €. Ce financement est destiné à aider les dizaines de milliers de Congolais qui ont fui les offensives du M23 et se sont réfugiés au Burundi dans des conditions humanitaires critiques. L'heure est venue de refermer cette édition d'Inside News RDC. Si nous devions retenir 2 faits saillants ce soir, ce serait d'une part la pression internationale maximale qui s'exerce sur le Rwanda après la prise d'Uvira, et d'autre part le soutien économique renouvelé du FMI qui contraste si fortement avec la gravité de la situation sécuritaire. Pour notre pensée du jour, rappelons que la souveraineté d'un peuple ne se négocie pas dans les capitales étrangères, elle se bâtit par la discipline de ses institutions et la protection de ses citoyens les plus vulnérables. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de l'actualité.
Merci de nous avoir suivis sur Inside News RDC. Que le Tout-Puissant veille sur la République démocratique du Congo et inspire ses dirigeants vers plus de justice sociale. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et des vôtres. Bonne soirée.